Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ comme toutes les semaines. Fred, comment tu vas? Impeccable et joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup. Ils te reprennent hein, tous, hein, avec ton impeccable, tu as vu? Ouais, faudrait que je le garde du coup. Pensez à vous abonner les amis, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et non, je ne vous dirai pas mon âge. 25 ans. Voilà, j'ai 22 ans. On commence par la première question, Fred. On démarre. El Perfecto qui nous dit: Salut Clément, le nom de ton gym s'il te plaît et des tarifs à l'année en MMA. Alors, le nom du gym c'est FMC Performance Center, c'est à Palavas-les-Flots et c'est que des cours particuliers chez nous, donc n'hésitez pas à nous contacter parce que j'ai pas mal de questions sur ce sujet-là. On fait que des cours privés ou alors après en fait, les gens qu'on a en cours particulier, on les réunit et on fait des petits Groupe, ouais. des petits groupes. Hier par exemple on était 8, donc 4 binômes. Voilà, on dépasse jamais. Du coup, à peu près ce nombre-là au maximum, au moins ça nous permet de faire un peu plus de qualité. Alors on n'a rien contre les clubs, parce qu'on a fait ça pendant des années, mais c'est qu'aujourd'hui on a pris une autre orientation et la salle s'y prête plus. C'est une salle vraiment très particulière, avec sa propre identité, vous l'avez bien vu, on vous l'a déjà présenté. De toute façon, bientôt on va vous faire des vlogs, vous allez rentrer dans une journée, 24 heures dans la peau de Fred. A Day in Life of Clément Marcoux. Ouais, c'est ça. Abichou qui nous dit: j'ai l'impression que tous les champions sont des maîtres dans un domaine. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? C'est pas faux, hein. Tu vois, c'est ce que je me demandais d'ailleurs. C'est parce qu'on parle souvent, tu sais que c'est maintenant les jeunes commencent beaucoup par le MMA, beaucoup, alors qu'avant c'est souvent quelqu'un qui était issu d'une discipline et qui après progressait. Mais c'est vrai que quand tu analyses bien les champions, ils sont parfaits dans tous les domaines. Enfin, ils sont bons dans tous les domaines. Mais il y a une discipline où ils excellent. C'est vrai que c'est pas faux quand tu regardes Adesanya. Il excelle en striking, il adapte son striking en MMA, même s'il a une bonne anti-lutte, un bon sol. On voit qu'il a un très bon grappling. Ça ne sera jamais un champion ADCC, mais il a des bases pour le MMA, enfin même plus que des bases, il a une bonne forme de corps pour le MMA. Tu regardes Cerudo, c'est quand même quelqu'un qui a été au plus haut niveau en lutte. Et c'est vrai que quand tu regardes tout le monde, tu vois qu'ils ont performé à très haut niveau dans un domaine. C'est très rare les gens qui ont été... qui sont complets, mais qui excellent pas dans un domaine. Ouais, parce que tu vois, John Jones, ça a été quand même en lutte universitaire un monstre. Non, mais même en lutte MMA, John, c'est sûrement le... Franchement, je pense que c'est lui le meilleur lutteur MMA, pratiquement, avec Georges Saint-Pierre peut-être, tu vois. Ouais, même c'est comme lui il a quand même commencé la lutte très jeune, à 5 ans. Il y a toujours quand même une spécialisation où ils sont ultra dominants. Et c'est vrai que c'est dur de trouver un nom d'un champion qui n'a pas excellé jeune sans être non plus champion olympique comme Cerudo. Mais tu vois, Aljamain Sterling, c'était quand même un lutteur universitaire. Non, moi, tu prêches un convaincu sur RMC, j'avais dit il faut être fort dans ton point fort. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit à Abdoul, il faut que tu continues à t'entraîner encore plus en grappling et en lutte. Hein. Ouais. Parce que le jour où tu affronteras un monstre, c'est là où tu feras la différence. C'est ce joker-là qui va te permettre de faire la différence. Ouais. Et c'est vrai que... Pourquoi je dis que Jones, c'est pour moi le meilleur lutteur peut-être qu'il y a eu, c'est parce qu'il a amené un Olympien en lutte au sol. Ouais, Daniel Cormier. C'est pour ça que tu vois, où Georges Saint-Pierre, il a été confronté à beaucoup de grands lutteurs. Après, il y a eu Rabib aussi, très fort. Mais Rabib, c'était plus sur le chain wrestling que je l'ai trouvé incroyable, tu vois, sur les continuités. Plus que sur l'amener en elle-même, tu vois. Alors que Georges Saint-Pierre et même Jones, tu vois, sur l'amener, ils ont un timing des fois, tu te dis, mais c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est... Mais voilà, et tu vois, Rabib, par exemple, c'était la lutte, lui, qui faisait la différence. Ses contrôles au sol, bien entendu, parce qu'ils sont, comme tu dis, ils sont complets. Ouais. Jones, pareil, c'est la lutte. Cormier, mais j'en parle pas, c'est la lutte, même s'il savait boxer, bien sûr. Hein. Adesanya, le striking. Pereira, le striking. Même s'ils ont Pereira, il a deux choses pour moi. Il a le striking et il a le fait qu'il soit le plus gros de la catégorie. Ouais, ça, c'est énorme. Ça, c'est un avantage indéniable. Tu le mets à 1m80 et tu le fais faire, tu donnes le physique, je sais pas moi, de combat. Whittaker, par exemple. Ah oui, tu donnes le physique Whittaker, il est mort. Ah, mais mec, il fait 1m95, il fait 105 kilos. Ouais, mais après, il a adapté son style en fonction de son physique. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que Pereira, c'est pas un bon exemple à prendre pour moi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a comme été champion du Glory. Il a été extrême dans un domaine. Et donc, du coup, même si c'est pas le mec le plus complet, mais le fait qu'il ait été très bon dans un domaine, c'est souvent ce qui ressort chez les champions. Par exemple, j'ai pas trop. Il doit en avoir, bien sûr.
Mais des Edgy McKee, par exemple, qui sont pas issus d'un cursus, on va dire, universitaire en lutte, d'un champion ADCC ou d'une grande carrière en boxe, il est vraiment issu du MMA. Il n'a pas tant que ça, j'ai l'impression. Même si je pense que ça va venir au fur et à mesure. Mais tu vois, quand même que c'est plus dans l'ensemble, il y a toujours. Parce qu'après, il y a aussi le fait que souvent, quand tu commences un sport de combat comme la lutte ou le kick, après, tu te rediriges après, une fois que tu as fait le tour dans ta discipline. Mais c'est rare maintenant d'avoir des champions qui ont commencé par le MMA. Oui, c'est assez compliqué. Mais peut-être ça va venir au fur et à mesure. Peut-être qu'après, bientôt, il n'y aura plus de champions, enfin beaucoup moins, issus d'un sport. Oui, non, mais ça, de toute façon, on y va. Mais moi, je dis, il faut toujours être le plus fort. Et le plus dur, c'est franchement le retard le plus dur, c'est la lutte. Ouais. Franchement, la lutte, tu peux t'entraîner 15 ans d'affilée. Franchement, si tu te fais mettre ta main dessus par un mec comme Makachev, mon gars. Ouais, la lutte, c'est comme si tu te rentraînais 6 mois. Hein. Tu vois, les gens ne se rendent pas forcément compte. Et en plus, pas tout le monde est fait pour être bon en lutte. Hein. Non, bien sûr. Mais comme pareil, aussi la boxe, le coup d'œil, pas tout le monde peut avoir le coup d'œil. Franchement, ce sont des sports où, surtout la lutte, c'est vrai que c'est très dur de rattraper un retard. C'est dur et il y a des tips, tu vois, que tu n'arrives pas à rattraper quand tu es adulte. Quand tu commences à 10 ans, par exemple, tu vois, les formes de corps que je vois chez Abdoul des fois, c'est parce qu'il a commencé la lutte à l'âge de 15 ans. Il a des formes de corps que tu ne peux pas reproduire à 25 ans. C'est impossible. Il a des détails que tu ne peux pas, tu vois. Tu penses par exemple qu'un mec comme Cyril Gane, c'est un peu tard pour rattraper pas rattraper un retard en lutte, mais pour performer. Ça va être très très long. Hein. Ça va être très très long. Et la chance qu'il a, lui, c'est qu'il n'est pas dans une catégorie où il y a des gros lutteurs. Tu vois, il y a Jones, certes. Mais après, il y a Blade. Mais c'est des poids lourds. Et par contre, comme il peut être physiquement supérieur aux autres, en termes de mobilité, d'agilité, etc., je pense qu'il peut faire la différence. Mais même s'il s'entraîne, oui, il va pouvoir y pallier. Mais les poids lourds, c'est un peu particulier parce que tu sais, il y a les qualités athlétiques aussi qui rentrent en compte. Oui, alors par exemple, quelqu'un qui serait par exemple au même poids qu'un Cerudo et qui a jamais trop lutté, c'est mort. Il peut pas pallier en un an, 2 ans. C'est mort. C'est mort. Non, techniquement, c'est trop. Il y a trop de différences. En polo, comme je te dis, il est tellement en avance athlétiquement comme Francis, tu vois, qui peut pallier Il peut pallier à son manque de technique jusqu'à un certain niveau. On avait Jones. Hein. Après, il y avait Jones, il a fait passer pour un mec. On a dit qu'il n'avait jamais lutté. Tu vois. Alors que là, parce que Jones, c'est trop. Techniquement parlant, les détails qu'il a sont trop élevés. Je sais, c'est vrai. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte tant que t'as pas vu l'adversité. C'est vrai. C'est le jour où tu te fais attraper par eux, c'est là où tu comprends. Tu vois, Ramzat, quand il attrape les mecs, t'as l'impression que les mecs, c'est des débutants. Mais non, les mecs, c'est des mecs qui n'ont jamais lutté 2 fois. Alors que c'est des mecs. C'est leur métier. Mais oui, ils font ça depuis des années. Et Ramzat, il est propre, bombe, il les claque par terre. Les mecs, c'est pour ça qu'il faut. Mais après, il faut pratiquer pour comprendre. C'est difficile à dire quand on a un regard extérieur. Parce qu'on pense qu'on peut rattraper comme la boxe. Tu vois, on se fait des fausses idées quand on ne pratique pas. Mais quand tu tournes au sol et en lutte, tu comprends immédiatement que de toute façon, tu peux t'entraîner 10 ans. Hein. C'est pas pour rien que je me rappelle, Rustam, il me disait, Fred, à 8 ans, si tu n'as pas commencé la lutte, tu vas pas en équipe. Enfin, tu rentres pas dans un club de lutte. Enfin, là-bas, à l'époque. Rustam, c'est un lutteur qui s'entraîne avec nous et qui est un des intervenants du club. Donc, c'est un russe qui est un des intervenants du club. De la partie de lutte. Et il me disait que tu commençais pas après 8 ans. Enfin, c'était trop tard. Il y a une raison à ça. Ils sont pas. Les coachs de lutte en Russie, ils savent que pour rattraper un retard année après année, tout, tu peux pas. C'est compliqué. La lutte, c'est un sport très compliqué, les gars. Satanistan qui nous dit énorme respect pour vous, les gars. Une question, Clément. Si tu as un master et tout, comment ça se fait que tu étais portier? Est-ce que ce genre de diplôme n'aboutit pas à des métiers intéressants? Je demande pour moi, hein. Je me lance dans les diplômes sportifs ou pas? Est-ce que je me lance dans les diplômes sportifs ou pas? Elle est très intéressante cette question, j'avais dit que j'y répondrais. Mais en fait, au moment où j'étais portier, j'avais pas de master. Parce que moi, j'ai arrêté l'école, j'étais assez jeune. Et j'ai repris le cursus universitaire par le cursus pro. Donc en fait, j'ai passé les diplômes comme le DE, le DES, etc. Et après, je suis rentré en master. Donc j'ai repris un cursus universitaire. Donc je ne suis pas sorti de l'école avec un master. Je l'ai passé. J'ai passé ma maîtrise quand j'avais ma salle déjà. J'étais déjà propriétaire d'une salle. C'est-à-dire que parallèlement, ce que j'étudiais à l'université, je l'appliquais directement dans ma structure. Et on n'était que 2, je crois. Il y avait un kiné aussi avec moi. Donc voilà, c'est quand même rare. Hein. En général, c'est des étudiants. Donc c'est une très bonne question. Quand même de reprendre les études. C'est très très dur.
Mais toi, tu me disais que tu savais pas comment je faisais. Ah, moi, je savais pas. Franchement. Ah, mais parce que toi, tu as eu un cursus. Tu as été ingénieur et tout. T'en as mangé. Ouais, mais je sais que j'aurais pas pu reprendre si je m'étais. Mais parce que je te dis, tu as eu un gros cursus scolaire. Ouais. C'est ce qui fait aussi que ça t'a. Mm. Je pense qu'arrive un moment, tu n'y arrives plus, tu vois. Ouais, ça plus. Peut-être que ce serait plus maintenant pour moi aussi également. Oui, mais maintenant, toi aussi, tu pourras plus. Enfin, repartir, tu vois. Je voulais faire un doctorat, mais. Après, tu as d'autres objectifs. C'est différent. C'est différent. Donc voilà, j'aurais eu le master. Après, je te dis franchement, les maîtrises dans le domaine sportif, il n'y a pas beaucoup d'aboutissements. Hein. Ouais. Ouais, les diplômes dans le milieu sportif, malheureusement, c'est assez compliqué hein, pour avoir comment ça s'appelle. Pour avoir un débouché. Hein. Alors, Maxence, tu nous dis question pour la prochaine FAQ. Pourquoi la cadence des combats de MMA est-elle beaucoup plus faible pour les combattants que dans le kickboxing ou le muay thai? Par exemple, en muay thai, on peut voir des palmarès de plus de 200 combats. Ces sports de percussion ne sont pas-ils pas plus usants? Merci pour votre travail. Je loupe pas une seule de vos vidéos. Mais merci beaucoup. Alors déjà, c'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Mais déjà, il faut savoir que ça, c'est vraiment culturel en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, les entraînements, ils font pas de sparring déjà. Oui. Donc il n'y a pas de sparring dans les... à part un peu léger, tu vois, où ils font du corps à corps, du clinch, etc. Donc eux, ils peuvent se permettre de combattre régulièrement. Tu peux faire, c'est leur sparring, les combats. Donc ça, c'est très culturel hein, en Thaïlande. Et nous, en Europe, du coup, on a récupéré un peu cette philosophie avec le boxe thaï, le kickboxing et tout. Mais maintenant, tu t'aperçois que quand tu combats, par exemple, au ONE FC, qui est aujourd'hui le plus haut niveau en pied-point, les mecs combattent pas toutes les semaines. Hein. Même au Glory. Hein. Au Glory, tu combats pas. Oui, même plus le Glory, mais là, il n'y a quasiment plus d'événements, je crois. Ouais, non, mais à l'époque où le Glory était au top, tu combattais pas. Tu combattais quelques fois dans l'année. Hein. Oui, tu combattais pas toutes les semaines. Hein. Non, ça c'était très thaïlandais. Ouais, très thaï, ouais. Mais effectivement, c'est clair que c'est usant. Hein. Ça, tu ne retrouveras jamais ça en boxe anglaise, par exemple. Ouais. Et après, il comptait aussi tous les combats. C'est les combats quand tu avais 16, 17, 18 ans. Ça comptabilisait aussi dans le. Donc, quand il disait il a 200, 300 combats, il comptait à peu près tous les combats. Alors qu'en MMA, déjà, en MMA, il y a quand même beaucoup moins de combats. Et aussi, il y a la partie préhension, la partie donc, lutte qu'il n'y a pas en boxe, qui peut peut-être user un peu plus. User peut-être sur la traumatologie des membres inférieurs et supérieurs, mais. Effectivement, la boxe est plus dangereuse pour les coups que tu vas prendre. Ouais. Tu prends plus de coups en boxe, par exemple. Hein. C'est plus peut-être un côté culturel que... Moi, je pense que c'est plus contextuel, quoi. Géronimo, bonjour les balaises. Salut. La FFKMDA vient de modifier les règles en pancrace en autorisant les frappes au sol. Quelle différence maintenant avec le MMA? Aurait-il un projet? Alors, je pense pas. Il parle d'un projet de fusion hein, entre les deux fédés. Moi, je pense que déjà, je ne pense pas que ça aura lieu. Alors, la FFKMDA, c'est avec eux que j'ai passé mes diplômes. C'était le pancrace. Parce qu'avant, les amis, pour ceux qui ont rejoint le MMA il n'y a pas très longtemps, avant, c'était du pancrace. Nous, on organisait un pancrace en France. Donc, c'était du MMA, mais il n'y avait pas les frappes au sol. Bon, c'était sur ring. On ne pouvait pas organiser dans une cage. Et maintenant, c'est du MMA. Et du coup, c'est la fédération de boxe anglaise qui a la délégation. Donc, c'est elle qui a le pouvoir d'organiser et de légiférer, on va dire. Et je sais que les autres fédés ont le droit également, visiblement, d'organiser. Mais tu dépends des règles, par contre, qui sont instaurées par la fédération de boxe anglaise. Par contre, je ne sais pas si tu peux organiser en pro. Je crois qu'il y avait un truc sur ça, tu vois, à l'époque. Mais bon, bref, tu dois respecter les règles que la FFB, du coup, a mis en œuvre, donc la fédération de boxe anglaise. Parce que c'est eux qu'on... je sais pas comment ça... Appellation. Non, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas... je ne saurais pas. C'est pas un secteur, mais ça a un nom très particulier. C'est une commission, je crois, en fait. Et du coup, voilà. Mais, bon, après, c'est très bien parce qu'il y a comme... En fait, ce qui se passait, c'est que nous tous les clubs avant, on était affiliés tous à la FFKMDA. Ouais. Donc, il y a la fédération de kickboxing, de muay thai et du coup, de disciplines associées. C'était ça, en fait. Et à l'époque, ça s'appelait la Fédération française de sport de contact. Donc, ça englobe tout. Donc là, maintenant, si tu préfères, si eux aussi font du MMA, mais les clubs n'auront pas besoin de prendre plein de licences, plein d'affiliations, etc., etc. Donc, je ne sais pas après ce que ça va donner. Maintenant, est-ce que normalement ils doivent respecter la réglementation, mais est-ce qu'ils peuvent organiser en pro? Ça, j'en ai aucune idée. En tout cas, maintenant, tout le monde est affilié. Même nous, le club, est affilié, par exemple, à la FFB. D'ailleurs, Abdoul est licencié au FMC. Voilà. Vincent, quelles sont les meilleures techniques de récupération pour éviter la sous-récupération et le surentraînement? Alors, le surentraînement, c'est très rare. On est plus en surménage qu'en surentraînement. Et les meilleures techniques de récupération, c'est assez
c'est propre à chacun. De plus je lis la littérature scientifique, c'est dommage, j'ai pas mon livre sur moi là. Mais j'ai un livre qui avait été écrit par François Biozène, Yann Lemeur, le responsable du pôle de recherche de l'INSEP, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Schwirtz, je crois, Christopher Schwirtz, un truc comme ça. J'ai dû tuer son nom, le pauvre. Et ils avaient fait un super livre sur la récup, avec toutes les stratégies, toutes les techniques possibles et inimaginables. Et tu t'aperçois que quand tu lis même la littérature scientifique, moi par exemple, ce que j'adore, c'est les massages, tu vois. Ouais, Alors que c'est pas spécialement. Dans la littérature scientifique, il y a du pour et du contre les massages. Et moi, il n'y a rien qui me fait récupérer mieux. Toi, je sais que tu aimes bien le cupping, tous ces trucs-là. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il n'y a rien de pareil qui prouve que. Enfin, ça a pas été... Il y a des pistes de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des pas... papiers scientifiques, il y a des explications physiologiques. Maintenant, c'est difficilement quantifiable, mesurable, parce que c'est un peu comme les ostéopathes. C'est pour ça que c'est un peu décrit, l'ostéopathie, et même les kinés, maintenant, ils ramassent. Pourquoi ? Parce que c'est la prise en charge. Et il y a autant de façons de traiter un patient par un ostéopathe que d'ostéopathe. Donc c'est délicat, mais là c'est pareil. C'est vrai, ostéopathe, ça veut tout et rien dire en fonction de qui on va voir exactement. Et donc du coup, toi, je sais que voilà, tu es partisan de... Ouais, moi je sais que ça... Après, je sais pas s'il y a une part aussi d'effet placebo, hein, mais même le côté placebo, si ça marche, bah, tu sais, on te dit... Autant l'exploiter. Hein. Je sais plus c'était quoi le chercheur, là. C'était un chercheur sur la santé qui disait l'effet placebo est un traitement à part entière. Ouais. Comme l'effet nocebo d'ailleurs. Donc... il faut faire ce qui fonctionne. Pareil, moi j'adore les bains chauds. Alors oui, il y a de la littérature scientifique qui vont dans ce sens. Mais il y en a qui jurent que par le bain froid. Moi je déteste. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc c'est à vous de trouver aussi des méthodes de récupération qui pourraient être optimales. Je ferai une vidéo avec des études scientifiques sur le sujet. Je pense que ça peut être cool. Thomas Bouchier. Salut Clément, j'ai vu que tu préférais bosser en PPL. Du coup, tu conseilles de finir par des biceps ou des triceps sur le push et sur le pull. S'il te plaît, sportivement, Thomas. Alors, PPL, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pull, push, legs. D'accord ? Donc, en fait, c'est sur des patterns qu'on travaille. Alors, il y en a dans la prépa physique, vous allez tout retrouver. Hein. Il y a des gens qui vont faire du split, il y en a qui font du full body. Moi, j'aime bien travailler sur les patterns. Je préfère. Hein. J'ai les meilleurs résultats. Et je trouve que les gens adhèrent plus en plus à ça. Et du coup, c'est vrai que souvent, quand tu travailles avec les patterns, les bras, c'est pas ta priorité en réalité. Même s'ils sont sollicités sur tous les entraînements que tu vas réaliser. Et moi, en fait, aujourd'hui, ça ne me dérange pas de travailler les triceps, par exemple, quand je vais travailler le dos. Surtout quand tu étudies l'anatomie. Il y a mon squelette derrière, il est un peu loin, je ne peux pas l'attraper. J'aurais pu vous démontrer où c'est que c'est inséré, par exemple, les muscles, que ce soit les tendons, les ligaments, etc. Et on aurait pu en discuter. Mais du coup, moi, ce que je recommande, c'est que vous pouvez les travailler. Ça dépend comment vos séances push et pull vont être... agencé. Et c'est ce qui va définir aussi si vous pouvez travailler les triceps. Une push. Après, le problème, c'est que c'est vrai que tu peux te poser quelques problématiques si tu travailles trop les triceps. Mais ça, c'est toujours pareil. Il faudra faire une vidéo un jour sur le sujet, mais c'est une très bonne question. Donc, agence-le comme... il faut vraiment que pas que tu rentres, comment dire, sur une sursollicitation en fait, de tes bras, parce que tu vas t'apercevoir. Et moi, je m'en aperçois de plus en plus. J'ai beaucoup de personnes qui craquent plutôt avec les bras plutôt qu'avec le groupe musculaire. Ce qui est normal. Hein, ouais. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y en a, il va faire des tractions. C'est pas son dos, du coup, qui va craquer en premier sur les répétitions, qui va l'amener à l'échec. Ça va être ses biceps, c'est son brachioradial. Voilà. C'est pour vous l'imager. Alors, Jonathan Franco qui nous dit: Salut Clément, tu indiques dans une vidéo que les répétitions optimales pour l'hypertrophie sont du 15 RM. Peux-tu développer davantage? Alors, c'est entre 8 et 15. Alors, c'est entre 8 et 20 RM. Et encore même, je vous dirais, c'est surtout en fonction du tempo. Même pas du tempo, mais surtout du niveau de l'athlète. Ah ouais. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que je m'aperçois de plus en plus qu'en fait, qu'un athlète, il est quand même. Tu vois, il a quand même un gros passif en prépa physique. Ouais. Ou en hypertrophie, mais je m'aperçois quand même qu'il faut mettre un petit peu plus lourd, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Faut plus se rapprocher du 10-12 RM. Je vois ce que tu veux dire, ouais, après, c'est surtout le tournage sur la séance globale qui compte. Hein. Mais effectivement, j'ai le sentiment que... Et même je le vois sur moi, quand je mets un peu plus lourd quand même, j'ai l'impression que je prends un peu plus, quoi. Par contre, tu augmentes le risque. Et ouais, c'est ça. C'est toujours trouver C'est toujours trouver... Parce que le jeu envoie la chandelle, etc. Voilà. Mais c'est vrai que... Tu vois, là, je trouve que j'ai bien repris. Et je mets un peu plus lourd en ce moment. Je joue sur mes carnets. Ouais. Tu vois, je suis revenu à du 10 RM, tu vois.
Alors que d'habitude, moi, je suis plus sur du 15. Et j'ai le sentiment quand même que... Ça va plus vite. Ah, j'ai l'impression, ouais. Et après, Tu vois. à quel risque? C'est ça le. Je prends mes mensurations et tout, même quand on prend le MG. Hein. D'ailleurs, on cherche, s'il y a des chercheurs là, on cherche des EMG, les amis, de qualité, parce que les nôtres, ils bug. Et l'outil que tu utilisais, maintenant, on n'arrive plus. En fait, ça, c'est obsolète, quoi. Et ils nous répondent même pas, les mecs. Donc voilà, on avait des indices aussi avec ça, hein, même si ça veut pas... Même si on peut pas mesurer que ça. Mais en général, quand même, hein, les EMG, c'est assez fiable. Hein. Ça donne des bons indicateurs. Ah oui, attends. Parce qu'un muscle que tu sens, c'est un muscle qui se développe. J'ai jamais vu un muscle que tu ressentais. Chaque fois qu'un mec m'a dit qu'il ressentait son muscle, je l'ai jamais vu stagner sur ce muscle-là. Quoi. Au pire, au moins, tu perds pas dans tous les cas. Ouais. Guillaume qui nous dit: salut les gars, c'est pas vraiment une question, mais vous allez mettre des vidéos de footwork pour le MMA sur le groupe privé Insta. Je pense que ça serait très utile. Merci pour tout le taf. Exemple footwork pour lutter ou pour striker. Alors oui, on va le mettre aussi sur le club des balaises surtout. Ça. D'accord. Donc vous avez les vidéos maintenant des mouvements qui arrivent. D'ailleurs, on m'en a envoyé 5 hier. Donc je vais les mettre sur le groupe, sur YouTube. Je rappelle, le club des balaises, les amis, c'est du coup, il faut souscrire à la chaîne. Donc il faut être abonné et après souscrire. Et vous avez des vidéos exclusives. Là, j'ai fait une petite vidéo du coup où j'explique ce que fait Kamaru Usman, etc. Vous avez cette vidéo aussi, mais que je montre tout le temps. Elle est où? Elle est ici. Hop, je vous la montre à l'écran. Voilà, donc vous voyez un peu, on donne des détails, des instructions, etc. Donc ça vous donne une idée un peu de ce que vous allez pouvoir retrouver plus tard dans le club de balèze. C'est en description pour ceux qui veulent. Et oui, on va le réaliser, on va montrer aussi des mouvements de MMA. Et n'hésitez pas, les balèzes aussi, si vous voulez qu'on tourne des vidéos, à nous dire des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et même pour les autres, dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Hein. On le fera avec grand plaisir. Donc, salut les gars. Merci pour le travail qualitatif que vous proposez. Merci à toi. Comment se passe la période d'affûtage? Combien de temps tu réduis de combien le volume, etc. Ben ça, c'est une bonne question, ça. Parce que j'ai beaucoup de questions sur ce sujet-là. Et même, j'ai beaucoup de questions sur le fait de savoir à quel moment je m'arrête de m'entraîner si j'ai une échéance. Toi, Fred, tu t'arrêtes quand? Une échéance. Un combat. Ouais, après, avant, je sais qu'en jiu-jitsu, par exemple, les gens, ils s'arrêtent très tard. Par exemple, ils ont besoin de se rassurer en faisant du drill, en faisant... En MMA, je trouve que tu as besoin de plus d'influx nerveux. Et je trouve, moi, personnellement, la dernière semaine, c'est... Ouais, c'est off. C'est off, ouais. C'est ce que je recommande en général. Franchement, et des fois, je sais que c'est dur de... Parce que tu as envie de faire... tu as peur de jamais faire assez. Donc, du coup, tu as toujours envie de t'entraîner, même la dernière semaine, de répéter. Un peu comme tu as envie de réviser comme un partiel la dernière minute. Mais au final... Surtout en sport comme le MMA où tu as besoin de beaucoup d'influx nerveux, beaucoup de... Franchement, la dernière semaine, elle est... Si t'es pas prêt, c'est pas la dernière semaine que tu vas rattraper un retard. Alors, quand on parle d'influx nerveux, les amis, c'est pour vulgariser au maximum. Hein. On va pas rentrer dans les neurotransmetteurs, etc. Hein. Après, beaucoup de parts aussi de personnel. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont besoin de se rassurer Deux fois, il y en a 2 jours avant, ils s'arrêtent de s'entraîner. Ah, même, il y en a, ils font des rappels de force la veille et tout. Ah ouais. Ça, je prendrais jamais le risque de ma vie, quoi. Ouais, pareil. J'ai vu des mecs, moi, les gars, faire un rappel de force la veille et péter, quoi. T'es content, tu sais, tu t'es préparé, tu t'as préparé, t'arrives, t'es bien, t'as pas de pépins. Et franchement, vaut mieux arriver sans pépins. Risque et tout, ouais. C'est comme pareil, l'échauffement avant un combat. Il y en a, ils ont besoin de s'échauffer pendant 2-3 heures. Ah oui, moi j'ai vu des mecs faire un vrai round. Hein, avant ils font des combats avant le combat. Hein. Donc c'est... Si ça leur va et que ça marche pour eux, tant mieux. Mais ça, franchement, moi je suis contre ça. Ouais, c'est assez personnel après. Hein. Effectivement, c'est assez personnel. Après la période d'affûtage, ce que tu sous-entends en général en prépa physique, c'est 3 semaines avant l'échéance. Maintenant, je te dis, il y a des gens qui gardent à peu près le même volume jusqu'à très tard. Hein. Il y en a même qui arrêtent le mardi, par exemple, s'ils combattent le samedi. Tu vois, donc je ne suis pas étonné. Moi, je sais que ma prépa physique, si j'ai une échéance le samedi, j'aime bien la faire le mardi, faire la dernière. J'aime bien quand même être rapproché dans ma dernière séance, tu vois, de l'échéance. J'aime bien quand même. Ouais. Pas de dire de faire des rappels, pas prendre de risques, mais tu vois, faire... tu vois, avoir une sollicitation... bref, vous avez compris. Sollicitation. Musculaire. Voilà. Donc, juste avant, du coup...
avant de partir pour la Fight Week ou quoi Ouais. que ce soit, quoi. Ou partir en voyage pour aller combattre, par exemple. Ouais. Donc voilà ça. Mais c'est vrai qu'en grappling, tous les sports de préhension, les entraînements sont beaucoup plus tard. Ça, c'est Ouais. vrai. Hein. C'est une, Ah ouais. c'est une certitude. Le MMA, il y a un gros facteur psychologique, il y a une grosse pression. Donc c'est très particulier. C'est bien 1998. Que penses-tu du travail en split, un groupe musculaire par entraînement, que ce soit en hypertrophie ou en prépa physique? Alors, en prépa physique, c'est compliqué de faire qu'un groupe musculaire à chaque fois. En hypertrophie, c'est très très bien. Moi, je te dis, je travaille sur des patterns, mais je peux comprendre les mecs qui travaillent en split. Il faut avoir le temps aussi. Ouais. Oui, il faut avoir le temps, tu vois. Mais c'est vrai qu'un split, c'est vraiment de la musculation traditionnelle, comme on a toujours recommandé. Hein. Mais non, moi j'aime bien le split. Hein. J'ai toujours bien aimé le split, moi. Franchement, hein. Ça m'a jamais Tu pourras en dérangé. faire si après derrière, tu fais du spécifique et que derrière, mais il faut quand même beaucoup de temps. Ouais, le split, c'est bien si tu as vraiment un retard. Je parle pas de ou un point faible, tu vois. Moi, je trouve que ça peut être pertinent. Ouais. Ou si tu as une problématique, ou si tu es en réhab, ou si tu dois attaquer une réathlétisation, etc. Ça aussi. De l'incorporer sur le point faible, en plus du reste, ouais, ça peut être bien, ouais. Oui, parce que n'oubliez pas qu'on n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible, les amis. Ça aussi, c'est. Comment ça s'appelle? C'est quelque chose d'assez important. Donc voilà. Une autre question, alors j'ai eu toujours la même, donc je ne l'ai pas sélectionné, c'est les propos de Kamaru Usman sur Cédric Doumbé. Je ne sais pas si tu les as vus. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc, c'est un journaliste de RMC qui a montré donc du coup les. Oui, alors c'est un journaliste de RMC qui montre à Kamaru en fait les propos de Doumbé. D'accord. Ouais. Bon, après, Kamaru, il a rigolé, quoi. Tu vois, ça l'a fait. Il est gentleman, Kamaru. Ouais. Mais il était narquois, quoi. Enfin, c'est normal. Il a dit Kamaru, Bellator, ou NFC, à l'UFC. Tu vois, il rigolait, quoi. Après, c'est normal. Le journaliste, il montre un mec qui le défie. Il ne sait même pas c'est qui. Tu vois, toi, on te montre un mec, tu sais même pas c'est qui. Il te fait une story sur toi. Enfin, tu vois. Ah Après, ouais, il dit que je crois qu'il a déjà vu combattre en kickboxing. Ouais. Oui. Mais. Et Kamaru, c'est un gentleman, quoi. Ah, il est classe. Ah, c'est la classe. Et même, il répond bien. Tu sais, il dit, parce que l'autre, il dit, il a 4-0. Ah oui, combat pas. Hein. Ah, comme tu me disais, Covington, il aurait pas répondu comme ça. C'est vrai que c'est... Non, mais par contre, il est classe, Kamaru. Je suis sûr que les journalistes, ils vont le faire à Ramzat s'ils le croisent. C'est sûr. Ah, mais ils veulent vendre du. Ouais, hein, c'est normal. non, mais c'est clair. C'est qu'avec une vidéo comme ça, t'imagines, tu fais le tour du monde, n'empêche. Ouais, c'est marrant, mais Ramzat, il risque de démarrer par contre. Ouais, j'ai hâte de voir ça, ouais. Ouais, bah, tu vois, Ramzat. Et Cédric a répondu aussi. Ah, je sais pas. Sur Twitter, je sais plus ce qu'il a mis, mais il a mis. Je crois qu'il attend quoi, les chemins vont se rencontrer, un truc comme ça. Non, mais il n'affrontera jamais à Kamaru Usman. Il aura déjà le temps que Cyril il monte. Kamaru sera plus là. Ouais, c'est vrai que. Et puis la route est longue, les gars. Hein. Ou alors, faut qu'il fasse une Alex Pereira. Combien Pereira de combat? Je crois que 3-4 combats, hein, pas beaucoup. Hein. C'est 4, non? Strickland, il a fait 2 combats. Ah, c'est 3 ou 4 combats. Je sais plus combien il a fait. Moi, après, il est dans une catégorie qui est moins riche. Ouais, en middle, c'est bon. Et puis la route est longue, les gars. Ce que je dis toujours. J'en parlais ce matin avec un mec. La route est longue, les gars. À 77, pour arriver au Saint Graal, vous allez vous en taper des mecs. Quand tu vois en 70, comment il s'appelle Islam, Shimaev. Il a mis du temps. Hein. Makachev. Makachev, ouais. Non, c'est chaud. De c'est... toute façon, c'est pour ça que je dis, tant que tu n'y es pas, tu peux essayer de tout dire. C'est compliqué. Mais après, quoi. Par contre, c'est vrai que pour accélérer le processus, ces petits trucs, ces petites vidéos-là et tout, oui, ça peut faire accélérer, ouais. Ah, ben si tu ne l'aurais pas parlé, il ne l'aurait pas montré. Hein. Ouais. Et donc, du coup, Dana White voit ça. Pour peu qu'il ait 2-3 victoires à l'UFC, il peut lui proposer des gros noms, des gros comme noms, Ramzat. Hein. Ouais. Ah ouais. Il a proposé des gros noms après par la suite. Hein. Ouais, grâce à ce trash talking. Hein. Eh ben, je te montre un exemple. Okay. Il a montré qui à Kamaru Usman, le journaliste? Il a montré Abdul ou il a montré Doumbé? Voilà. C'est vrai. Hein. C'est tout. Dana, il a le choix entre Doumbé ou Abdul, il va prendre Dana et il va prendre Doumbé. Ouais, je pense, ouais. C'est normal, il crée une histoire, il crée un. Oui, ça sera plus, ça sera pas plus vendeur pour les fans de MMA, parce que les fans de MMA vont vouloir voir Abdul, mais pour les fans tout court, ils préféreront voir Doumbé. Ouais. Je pense, hein. Ouais, bien sûr. À mon avis. Hein. Ouais, parce que ça. Après, Abdul, il est un personnage aussi, il est rigolo, tu vois. Mais c'est pas du tout. Pas... Il faut qu'il exploite, il faut qu'il continue de le développer également. Ouais. Créer une chaîne YouTube, on va le pousser. On va le pousser. Si vous voulez voir le lazy YouTube, n'hésitez pas. Vous avez vu qu'il a rejoint le club des balaises, il m'a fait une photo, j'aurais dû la récupérer pour la partager à tout le monde. Bon, en tout cas, c'est bien. On espère qu'on reverra tout ce monde à l'UFC Paris. Ouais. Sincèrement, les amis, si on peut. Et là, sûr, ils ont sorti une carte, il y a tout le monde. Hein. Je sais pas si tu l'as vu.
Ouais, la carte de rêve, la carte utopique. Oh, j'en ai plein qui m'ont envoyé des messages. C'était une honte. Ils ont mis Abdul en undercard et tout. Ouais, les gars, c'est pas grave. Ils mettent ce qu'ils veulent, on s'en fout. Non, en plus, c'est une carte. En plus, c'est une utopique, carte cool. enfin, C'est le main event du. Mm. Je te dis, franchement, cette carte, moi, j'espère que l'UFC va l'avoir. Hein. S'ils peuvent signer tout le monde, là, ça serait pas mal. Hein. Ah, je pense pas qu'il y aura autant de Français. Je crois. Bon, pas autant, mais. Non, mais après, c'est une carte utopique. Bah, déjà, Abdul Ouais, Salah. c'est pas- Tu dis Abdul Salah et Doumbé, ça serait cool. Hein. Ouais, mais En après, nouvelle arrivée, là. Après, faut pas qu'il y ait de blessés, faut pas qu'il y ait de ci, faut pas qu'il y ait de ça. Ah oui, c'est sûr. ce que je veux dire. Il y a trop de. Déjà, si on a la moitié de la carte, c'est pareil, moi je trouve c'est que c'est bien. dingue. Ce serait bien. Ah oui, ça serait super. Mm. Non, mais il y a de quoi, je pense, avoir pas mal de Français, moi. J'espère. Ouais, ça ouais. Mais après, faut pas s'emballer parce que moi, j'ai reçu des messages, j'ai dit, regardez la carte et tout. C'est quoi, les gars, c'est juste une carte. Ah oui. Enfin, Et après, ils font exprès aussi, nos amis de la sueur, Oui. exprès, tu vois, ça fait des commentaires et tout, c'est marrant. Non, mais franchement, moi, je trouve que. Non, si, je trouve qu'en plus, les. ouais, C'est elle bien. est pas non plus hors sujet. Ils ont Non, pas c'est mis Abdul clair. contre Kamaru, ils ont pas mis. Mais ça va être marrant parce que j'y pensais, il y a un mec qui me dit j'aimerais trop voir le Lazy King et Doumbé côte à côte. Hein. Mais c'est vrai que c'est des personnages parce Ouais, qu'Abdul, il est marrant, hein, il est super marrant, Abdul aussi. Hein. Les deux entre l'autre qui fait le show et l'autre qui. Ouais. Les deux font le show. Non, les différemment. deux, si, différemment, mais ils sont rigolos à leur manière, tu vois. Non, ça serait bien, ça serait sympa. Donc voilà, on verra, de toute façon, à l'UFC Paris, on verra qui y sera. J'espère qu'en tout cas, tout le monde, qu'il y aura un maximum de Français pour nous représenter et que ça fera un perfect comme ils ont pu le faire en amont. Bon, les amis, on a fini. Les amis, merci encore à tous et on vous dit à très bientôt.